Bonjour, bienvenue sur ma maison Rose Up. Nous sommes là aujourd'hui pour vous proposer un webinaire destiné aux proches sur la thématique psycho. On ne se comprend plus. Nous attendons Hélène de la Ménardière, qui arrive, voilà, pour animer ensemble ce webinaire qui durera jusqu'à 45 minutes. Volontairement, vous ne pourrez pas prendre la parole pour des raisons de confidentialité entre vous, puisque ce webinaire est enregistré. Et nous vous proposons du coup de mettre vos informations, vos demandes sur la messagerie que du coup je lirai en direct. Et donc du coup, je laisse la place à Hélène. Bonjour Hélène. Bonjour Aurélie, bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau webinaire qui vous est proposé comme aidant, proche d'une personne malade qui a un cancer, autour de la thématique on ne se comprend plus. Voilà, qui est une thématique importante et dont j'entends beaucoup parler dans mes consultations, que ce soit avec la personne malade ou avec un proche qui me sollicite. Donc, comme proche, ça me paraît important de rappeler que ça peut être vous êtes vous qui êtes connecté, soit un conjoint, un enfant, un ami, parfois une connaissance, un collègue de travail. Donc voilà, vous arrivez tous avec un lien particulier, en tout cas avec une personne avec qui vous pouvez avoir de l'affection, de la tendresse, de l'amour, de la préoccupation avec cette maladie depuis longtemps ou depuis moins longtemps. Ce qui est important aussi, c'est que la relation que vous avez avec cette personne, elle est chahutée par les différentes annonces, les traitements, les effets secondaires, et ce qui joue sur la question de la communication, puisque se comprendre, c'est comment est-ce qu'on communique. Ça va être différentes choses. Il y a à la fois la modification des rôles qui va opérer avec l'arrivée de la maladie et des traitements et de tout ce que ça incombe, que ce soit pour la personne malade elle-même, mais aussi pour le conjoint, les enfants, les amis. Les rôles sont modifiés. Pas de manière volontaire, mais comme répercussion de ce qui advient. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est peut-être pour vous de réfléchir ou de faire mémoire de comment est-ce qu'on se comprenait avant la maladie. Voilà, est-ce qu'on se comprenait facilement ou pas? Comment était notre lien? Comment était la qualité de notre communication? Il y a des communications qui s'expriment de différentes manières, physiquement, verbalement, par l'écrit, etc. Donc, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on va se dire qu'on ne se comprend plus? Voilà, au regard de ce qui existait avant. Donc, qu'est-ce qui a été modifié? Ça, c'est les deux points qui me paraissent importants pour introduire ce webinaire. Ensuite, ce qui est important aussi, c'est de reparler des mécanismes de défense. C'est-à-dire que la personne malade, pour se protéger de cette réalité qui n'est pas forcément facile à entendre ou à supporter au quotidien, met en place de manière inconsciente des mécanismes de défense qui visent à protéger. Donc parfois, il peut y avoir des comportements ou des réactions qui nous paraissent décalées. Voilà, et c'est comment est-ce que la personne essaye de se protéger d'une réalité qui est parfois trop douloureuse. Et puis, nous, comme soignants, on peut aussi avoir nos propres mécanismes de défense. Et puis, vous aussi, comme proche, comme aidant, vous avez aussi vos propres mécanismes de défense. Et donc, c'est intéressant aussi d'y réfléchir, de dire, bah, tiens, comment j'essaye de me protéger? Est-ce que je vais être sur la réserve? Est-ce que je vais au contraire poser beaucoup de questions? Est-ce que je vais minimiser, banaliser, etc. Parce que parfois, on ne se comprend plus parce que justement, chacun se protège comme il peut de ce qui est en train de se passer. Voilà, donc parfois, essayer de comprendre comment l'autre réagit, qu'est-ce qu'il a mis en place pour se préserver de sa réalité, ça aide à mieux comprendre ce qui est en train de se jouer. Ensuite, vous le savez aussi, et vous devez l'expérimenter, c'est comment est-ce que vous, en tant qu'aidant, vous allez essayer de préserver ou protéger l'autre, la personne malade. Et comment la personne malade, on en a déjà parlé dans un précédent webinaire, va essayer aussi de vous protéger, de vous préserver. Et là, ça peut rendre plus complexe la manière de se comprendre. Parce que quand on cherche à préserver l'autre, qu'est-ce qu'on va dire, qu'est-ce qu'on va pas dire,
comment est-ce qu'on le tient informé, qu'est-ce qu'on en dit. Et il y a quelques années, il y a une étude comme ça qui avait été faite qui s'appelle FACE, si on prend le terme en français, ou FACE, par la Société française de psycho-oncologie, et qui avait montré que les conjoints, les enfants, avaient souvent une vision plus amplifiée, peut-être plus sombre de la qualité de vie de leurs proches malades par rapport à la personne elle-même concernée, la personne malade. Donc c'est intéressant de voir comment la perception de chacun va être différente et comment ça va faire qu'on va plus ou moins arriver à se comprendre. Voilà, donc ça c'est les points qui me paraissaient importants. Et puis euh, quand on vit avec de l'inquiétude, de l'incertitude, les bouleversements, les perturbations du quotidien, le sentiment d'inefficacité, d'inutilité, parfois même des conflits anciens qui sont réactivés avec l'autre, la souffrance de vivre ça et de voir l'autre être malade. Tout ça fait que parfois, on peut arriver à ne plus se comprendre soi-même et ne plus comprendre l'autre aussi. Donc, vous voyez, c'est un ensemble de faisceaux qui peut contrarier la compréhension de l'autre. Et donc, ça rajoute à déjà la complexité qui est liée à la maladie cancéreuse et à tout ce qu'elle incombe. Hélène, Hélène, tu as raison, hein, ce que tu dis en tout cas résonne, puisque nous sommes en direct des maisons Rose-Up Mm. physiques. Effectivement, les femmes nous partagent souvent ce que tu viens de nous dire. Et ce que j'entends aussi souvent, comme tu l'as dit, c'est que les traitements font changer la personne. Ça peut être parce qu'elles sont douloureuses et donc du coup tu as ce mécanisme de défense de repli sur toi ou au contraire peut-être d'agressivité pour certaines personnes en soins. Tu as Fatigue. aussi de fatigue très très poussée. Quand tu as une douleur qui est lancinante et qui reste malgré des antidouleurs et que ça fait 3 jours que tu peux pas dormir, c'est compliqué. Après, j'ai remarqué que souvent les femmes que nous accompagnons, des fois, nous disent, je veux pas inquiéter encore plus mes proches. Exactement. Donc, je leur dis Exactement, le pas piquage. que cette Ah oui. douleur, elle passe pas. Mm. Je leur dis pas que je suis très inquiète et que du coup, ça me rend comme ça. Donc, c'est vrai que vraiment, ça a beaucoup résonné ce que tu as dit parce que, en tout cas, nous en témoignent tous les jours. Il y a l'inquiétude, il y a la douleur, il y a la fatigue, ou quand même quand tu fais une sieste, eh ben, la fatigue, elle passe pas. Et donc, tu es vraiment épuisé. Et puis, des fois, c'est aussi des effets secondaires de certains traitements qui peut être comme ça. Tu as même certains traitements qui, dans les effets secondaires médicaux, pour certaines personnes, peuvent même entraîner des débuts de dépression. Mm. Donc, c'est vrai que, il y a effectivement plusieurs raisons qui font que la personne en soins vraiment peut être changeante et que la communication est difficile. Et Exactement. à côté de ça, on entend aussi des femmes qui disent, bah, mon mari, mon proche réagit plus du tout comme je l'ai connu avant. J'ai l'impression d'être mise sous cloche. Alors, c'est plein de bienveillance finalement. Mais ça m'agace parce que moi, je veux pas vivre tout le temps dans le cancer. Donc ça, c'est aussi des choses que j'entends des fois que le proche veut protéger et va faire des choses qu'il faisait pas avant. Et on pourrait se dire, bah, c'est génial. Et finalement, la personne en soins, bah, ça la rappelle qu'elle est malade. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Oui, non, mais c'est tout à fait vrai. Et donc, c'est intéressant de voir comment la modification des rôles et ce qui incombe à chacun à cause de la maladie, que ce soit la personne malade ou le proche, en fait, va faire qu'on va changer d'attitude ou de comportement sans forcément l'avoir prémédité ou l'avoir voulu de manière consciente. Mais après, c'est justement comment est-ce que chacun va pouvoir, et c'est là où on rejoint sur l'histoire, en fait, comment était la communication avant. Est-ce qu'on était déjà en capacité de dire à l'autre ses besoins, de dire, bah, tu vois, là, tu fais très attention à moi, mais j'ai besoin, en fait, qu'on parle moins de la maladie et comment l'autre va le comprendre. Enfin, en fait, c'est tout un art, en fait, la communication. Et donc, c'est vrai que la communication est très chahutée. Et c'est pour ça que quand le thème d'aujourd'hui, c'est on ne se comprend plus, qu'est-ce que ça veut dire? Et là, je m'adresse à vous, en fait, qui vous êtes connectés aujourd'hui, c'est qu'est-ce que ça veut dire pour vous, euh, le sentiment que on ne se comprend plus. On ne se comprend plus sur quoi, en fait? Sur la gestion de notre quotidien, sur les besoins de l'autre. Ça peut être sur plein de choses.
Donc Alors, revenir aussi à ça. du coup, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire voilà, sur le chat. On ne se comprend plus. Qu'est-ce que vous entendez par là, vous? Et dans quelle dimension vous comprenez plus, hein, comme dit Hélène, est-ce que c'est la gestion du quotidien? Est-ce que voilà, c'est sur autre chose? N'hésitez pas en tout cas à nous Oui. mettre. L'objectif vraiment de ce webinaire, c'est d'essayer de vous répondre toujours avec quelques pistes pratico-pratiques. C'est vraiment ce qu'on propose au sein de RoseUp, un accompagnement dédié aux proches tous les 15 jours avec à chaque fois une phrase clé, une idée de recette, quand c'est de la diététique, enfin quelque chose de pratico-pratique. Et là, Hélène, pour vous répondre, a besoin de vous. Voilà. Hélène, tu voulais dire quelque chose? Non, je pense que c'était pour revenir ce que j'ai abordé rapidement avant, mais c'est de pouvoir vraiment conscientiser le fait que c'est un faisceau de facteurs qui va rendre la compréhension et la communication avec l'autre complexe. Voilà, donc tu parlais très justement enfin, des effets secondaires, il y a les différentes annonces, il y a la peur de chacun, la culpabilité de chacun, le fait de vouloir faire protéger l'autre, et en fait on met en place en permanence des stratégies pour essayer de pallier à tout ça qui font que de toute façon ça peut rendre complexe la compréhension d'autrui. Je trouve que ce qui peut être complexe aussi, Hélène, sur ce que nous décrivent les femmes, c'est que un état un jour n'est pas forcément le même le lendemain, Oui, et que c'est des ce que je fois disais. même dans Oui, une journée même ça change, exactement. et que même Oui. pour elles c'est déroutant. Mm, Donc ça rajoute mm, une complexité. mm. Oui, et moi c'est pour ça que souvent j'encourage en fait les personnes malades à l'expliquer ça parce qu'en fait même pour le plus proche c'est pas forcément compréhensible ou palpable en fait. Alors, tu encourages les personnes malades, mais du coup, comment un proche, qu'est-ce Oui, une ou deux exactement. phrases qu'il pourrait dire pour essayer d'encourager justement la personne Voilà. en soin à verbaliser? Ouais. Peut-être que Bah, c'était quelqu'un qui en communiquait fait, pas je pense avant. en le comprenant, il y en a peut-être qui le découvrent en nous écoutant, ou peut-être qu'on enfonce aussi des portes. Hein, tout ce qu'on vous dit vous paraît déjà connu, mais ça serait de pouvoir dire, bah voilà, j'imagine que dans la journée, il y a des moments où tu es plus fatigué, des moments où tu es mieux. N'hésite pas à me le dire. C'est-à-dire qu'en fait, si je dois t'aider le matin parce que tu me dis que tu es trop fatigué pour faire telle ou telle chose, que je ne reste pas avec l'idée que tu es trop fatigué toute la journée, si jamais ça devait changer. Donc, ou alors ce matin, tu es capable ou tu as envie de faire telle ou telle chose. Mais si d'aventure dans la journée ou demain, tu étais très fatigué par rapport à maintenant, dis-le moi, comme ça, moi, je m'ajusterai. Et donc ça, je pense que ça peut vraiment aider. Parce que ça permet de rejoindre la personne dans le fait qu'on a compris qu'il pouvait y avoir des variations assez impressionnantes d'une demi-journée à l'autre. Et d'autoriser la personne à dire. Et de pas rester sur, bah tiens, aujourd'hui, elle est en forme. Bah non, peut-être qu'elle va être moins en forme et ça va la prendre comme ça par surprise aussi. Donc ça, je pense que moi, j'encouragerais vraiment à ça. Mm. Alors, nous, du côté de Rose Up, ce qu'on a imaginé avec les femmes, puisqu'on entendait beaucoup ce type d'informations, on a créé la Rose App, Hélène, qui est une sorte de WhatsApp, j'ai envie de te dire, qui est détenue par la femme en soins, qui va se créer des groupes d'entourage, entourage très proche, entourage de collègues, entourage d'amis, entourage intime. Voilà, elle va pouvoir se faire autant de groupes qu'elle souhaite et elle va pouvoir communiquer des événements, des informations, des nouvelles en cliquant sur le groupe qu'elle veut sélectionner et elle peut en sélectionner plusieurs d'un coup. Sur cette application, tu peux aussi mettre ta météo du jour. Comment tu te sens aujourd'hui? Et puis, tu peux mettre ton planning de rendez-vous aussi pour que bah, voilà, les proches sachent qu'aujourd'hui, tu as une chimiothérapie. Et donc, ça, c'est la personne qui décide de donner un accès ou pas. Et ce matin, on a eu le témoignage, puisqu'avec Hélène, on a co-animé un temps d'échange pour les femmes touchées par un cancer. Et une jeune femme de 37 ans nous a dit, bah, moi j'ai cette application, et ben c'est drôlement bien parce que ça m'évite de redire à chaque fois les choses à l'un à l'autre, parce qu'elle, elle a l'impression de tout le temps redire. Et finalement, tu as entendu Hélène, elle a dit, ça nous permet, du coup, quand on est ensemble, d'être sur autre chose que la maladie. Visiblement, en tout cas, ça lui convenait vraiment. Mm. Donc ça, la Rosap, enfin, vous pouvez aussi la suggérer
à vos proches. C'est une application qui est gratuite, qu'on a sur les iPhones, les Android, il n'y a aucun souci, et qui est toute récente puisqu'elle est sortie début octobre. D'accord. Alors, vous êtes plusieurs aujourd'hui. Du coup, est-ce que... Ah, je vois, on m'a plutôt mis dans questions-réponses. Alors, j'y vais. J'ai une personne qui nous dit, ma proche est très peu entourée et je suis seule à m'occuper d'elle. Elle a été opérée et entre en phase de suivi maintenant. Elle est assez réfractaire à l'idée d'aller voir un ou une psy. Comment lui faire comprendre mon besoin de pouvoir déléguer ce rôle d'aide psychologique? Une bonne question. Alors, Hélène, qu'est-ce qu'on peut dire à ça? Non, c'est important. C'est-à-dire qu'en fait, c'est que vous portez certainement beaucoup de choses et beaucoup d'écoute pour cette personne depuis certainement plusieurs semaines et plusieurs mois. Après, c'est comment était déjà votre relation avant, en fait. Est-ce que c'était une personne qui vous sollicitait déjà un peu pour partager ses états d'âme, ses besoins, etc. ou pas? Et puis après, c'est euh, de pouvoir expliquer en fait à votre proche le fait que vous pouvez voilà, être disponible pour elle, l'écouter, mais qu'il y a des choses qui sont importantes d'être partagées à un professionnel en fait. Et à votre sens, c'est que vous pouvez voilà, écouter, mais pas tout écouter et tout entendre tout le temps en fait. Et donc ça, je pense que c'est important. Après, même si vous le dites, c'est pas pour autant que la personne va solliciter un psychologue pour pouvoir raconter, parce que de raconter à un psychologue, ça, c'est encore une autre étape souvent pour les personnes, elles le décrivent bien, que de dire à une amie, à son conjoint, ses préoccupations. Alors, on dévoile quelque chose à un professionnel, et donc il y a des personnes pour qui c'est peut-être parfois un peu trop. Voilà. Mais en tout cas, moi, je vous encouragerais à pouvoir lui dire que voilà, vous êtes là, vous êtes disponible, mais que vous avez aussi vos limites en tant que proche et que ça vous paraît vraiment important qu'elle puisse contacter un psychologue qui connaisse l'oncologie. J'ai envie de compléter, Hélène. Tu sais, on constate que certaines personnes en soins ont un petit peu de mal à aller vers le psychologue. Donc, j'aurais tendance à compléter en disant qu'effectivement, il y a des consultations individuelles, mais il y a aussi des consultations collectives, des groupes de parole Mm. animés par des psychologues avec plusieurs personnes touchées par la même pathologie. Ça peut être Bien autre sûr. chose, éventuellement, sur laquelle la personne serait peut-être Mm. se sentirait plus à l'aise. Et puis, chez Roseup, on essaye toujours d'imaginer plusieurs solutions pour une même problématique, puisqu'on accompagne beaucoup de femmes qui ont des âges différents, des horizons différents, une histoire différente, et donc chacune n'a pas les mêmes besoins. Et on a imaginé pour celles qui avaient du mal à aller vers le psychologue ou qui n'en avaient pas envie, certaines font les deux, des temps d'échange aussi avec une patiente partenaire. Une patiente partenaire, c'est une femme qui a vécu la maladie et qui ensuite a eu une formation, ça s'appelle le DU de patient partenaire, qui va lui donner enfin, un certain savoir pour pouvoir l'expliquer au père. Et donc, du coup, ça peut peut-être être une première étape que d'aller sur des temps d'échange entre femmes qui vivent la même chose. Et au fur et à mesure, peut-être qu'elle ira après vers des temps d'échange animés par une psychologue et peut-être qu'après, elle ira en consultation individuelle. Oui, et puis peut-être que grâce à des groupes, en fait, c'est parfois suffisant aussi, c'est-à-dire d'avoir un temps d'échange, un temps où la personne sait que tous les mois, par exemple dans ce qui est proposé avec la Maison Rose, mais dans d'autres lieux, en fait, et la personne sait que tous les mois, elle va rencontrer d'autres personnes qui vont la comprendre aussi, et donc, ça, il y a différentes ressources, effectivement, avec les patients partenaires, maintenant, il y a beaucoup de choses qui sont développées en ce sens, donc ça peut être des bons relais. Voilà, Et et si peut-être que la personne n'aura pas besoin. En fait, la personne, elle n'a pas forcément besoin de voir un psychologue non plus. Donc, c'est quel relais, vous, en tant que proche, vous pouvez avoir pour lui proposer d'autres lieux où elle va pouvoir s'exprimer sur ce qu'elle traverse ou sur ce qu'elle a traversé. Et si cette personne peut pas se déplacer, donc sur ma maison Rose-Up, vous avez toute l'offre que je vous ai proposée, mais il y a Mm, aussi la Ligue contre le cancer, qui est une ligne d'écoute mm, dédiée aux personnes en soins, mm, si elles souhaitent. Et il y a aussi des visites à domicile, ça peut être intéressant, qui sont proposées sur plusieurs départements avec la Ligue contre le cancer. Donc peut-être voir aussi, ça peut être une autre forme
voir si la Ligue contre le cancer de votre département se déplace au domicile des personnes pour faire un relais et pour échanger avec votre proche. Alors, j'ai une deuxième question d'une personne qui dit comment trouver le bon équilibre entre continuer, avancer, vivre un peu comme avant, notamment pour les enfants, et au niveau professionnel versus la place que prend nécessairement la gestion de la maladie. Doit-on culpabiliser d'une certaine manière d'essayer de vivre un petit peu comme avant? Est-ce que tu veux que je te relise la question, Hélène, ou Non, c'est non, bon? c'est bon, mais je l'ai aussi sous les yeux. Merci Aurélie. Euh, alors, moi, je pense qu'il n'y a pas de culpabilité à quoi que ce soit. C'est-à-dire qu'en fait, c'est comment est-ce que, en fait, le proche, en fait, si je comprends votre question, si le conjoint, en fait, va à la fois n'est pas malade, mais porte la réalité de la maladie de son conjoint ou de son proche, porte la réalité, un peu le garant familial aussi, de voir comment est-ce que chacun va, comment chacun est, même si la personne malade peut tout à fait aussi en avoir l'envie et aussi le fait très bien. Mais c'est vrai qu'il y a une place particulière aux proches de s'autoriser à dire que c'est peut-être difficile ou qu'on a envie de garder un peu quelque chose comme avant. Et donc après, c'est intéressant de voir qu'est-ce que c'est que pour vous vivre comme avant. Ça ne peut plus être possible dans le sens où là, il y a la maladie qui est là. Mais qu'est-ce qui est important pour vous de réaliser dans le quotidien ou quel espace vous avez envie d'avoir. Donc, et après, avec le fait que la personne qui est malade va plus ou moins le comprendre ou l'entendre en fait. Donc, il y a des personnes qui vont pouvoir dire, bah, bien sûr, j'y pensais plus, faisons ça pour les enfants, ou est-ce que tu peux t'en occuper? Et d'autres personnes qui vont peut-être mal le vivre, qu'il y ait des choses organisées, parce que elle ne peut pas ou ne peut plus. Donc, c'est vrai que c'est toujours on marche sur des œufs, en fait, dans les besoins des uns et des autres. Mais moi, je pense vraiment, en fait, qu'il n'y a aucune... Enfin, vous pouvez ressentir la culpabilité, mais je pense qu'elle n'a pas lieu d'être dans le sens où vous êtes en bonne santé, vous avez des envies que l'autre ne peut plus forcément réaliser. Donc, comment est-ce qu'on s'adapte à ça et comment est-ce qu'on propose qu'à certains moments, on puisse euh, initier des choses qui tiennent compte ou pas de la maladie et comment l'autre va être réceptif ou pas. Ouais. Et effectivement, le bon équilibre est complexe et en même temps, la vie continue. Donc, c'est vrai que si vous avez des enfants, en fait, les enfants font que, il y a des décisions à prendre et que la vie continue et sont souvent un moteur, qui permet aussi de le souligner et de le signifier. On a aussi une autre question, Hélène, qui reprend vraiment ce que tu disais tout à l'heure sur une communication différente avec une personne qui dit bah, finalement, comment faire passer le message à ma femme? On vit le moment présent. Et bien sûr, on prend compte de cette maladie, Mm, mais on vit le moment présent. Alors que sa femme, elle est plutôt, j'ai un cancer et après, on décide en fonction. Donc mm. là, on voit que dans la communication, c'est vraiment deux chemins parallèles parce que Oui. quand le conjoint dit on vit le moment présent et on prend en compte la maladie, c'est-à-dire qu'il voilà, il veut profiter de, enfin, on se pose pas la question de demain, là, on profite de ce qu'on a aujourd'hui tout en tenant compte de l'état de santé de sa femme. Et Mm. alors qu'elle a dit, bah voilà, on pense cancer et on voit, on gravite autour de ce qu'on peut faire. Donc là, on est vraiment sur deux communications complètement différentes. Comment tu pourrais voilà, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu as une petite phrase qui pourrait permettre de faire le lien entre ces Le deux pont. Ouais. La question que j'avais en lisant cette question, c'était est-ce que c'est d'abord on traite mon cancer et ensuite on verra, ou est-ce que c'est dans le quotidien en fait que ça se passe? Alors, je vous laisse répondre. Hop, c'est dans le quotidien. D'accord, dans le quotidien. Alors, en fait, ce qui est intéressant pour moi, je vous fais revenir au début de notre échange, c'est est-ce que déjà, en fait, avant la maladie, dans la gestion des événements qu'on n'a pas forcément prévu et anticipés dans toute vie, hein, sans qu'il y ait une maladie comme la maladie cancéreuse, est-ce que c'était déjà comme ça que votre épouse gérait les situations? C'est-à-dire, d'abord, on prend la situation, puis ensuite, on voit ou pas. Ou est-ce que ça vous surprend comme manière de penser le quotidien?
Donc ça, c'est la première chose. Et puis ensuite, vous, par ce que vous manifestez dans votre manière d'envisager le quotidien, ça peut aider à ce que votre épouse le saisisse à son tour. C'est-à-dire, bah, tu vois, là, on intègre le fait, par exemple, que tu es fatigué et on change notre manière d'envisager une visite ou une sortie ou un repas. Donc, on prend bien en compte le cancer et en même temps, on aménage le quotidien et on le pondère et on le revoit. Donc, je pense que c'est en échangeant avec votre épouse sur comment est-ce qu'on revoit notre quotidien, qu'est-ce qu'on a changé. Et justement, bien sûr qu'on prend en compte le cancer et on s'adapte à. D'accord. On a une autre personne qui revient sur les temps d'échange qu'on a proposé tout à l'heure, Hélène, qui dit qu'effectivement, alors, c'était pas à destination de la personne en soins, mais à sa destination à lui. Donc, en fait, la personne nous dit que elle faisait partie d'un groupe de parole destiné aux aidants, aux accompagnants, donc pendant 6 mois, et qu'ensuite plus rien. Mm, Et que donc, du coup, cette personne se retrouve seule sans accompagnement en groupe et que c'est dommage parce que, effectivement, le groupe était quelque chose d'intéressant pour lui, car selon lui, c'était vraiment bénéfique. Aujourd'hui, cette personne continue un suivi individuel, mais appréciait mm, fortement, le groupe. mm. Bah, c'est... Après, je sais pas si ce groupe s'est arrêté parce que c'était 6 mois et que ça devait s'arrêter, si c'est un groupe fermé ou pas, je ne connais pas le contexte et les contours de ce groupe. Mais c'est intéressant que vous en ayez fait l'expérience et que vous sentez bien que le groupe vous apportait quelque chose et c'est ce qu'on fait comme expérience avec Aurélie en co-animant des groupes depuis 5 ans maintenant, c'est-à-dire que l'efficacité et le soutien qu'apporte le groupe, de voir qu'on parle le même langage, qu'on se comprend, qu'il n'y a pas de filtre à avoir et qu'il y a une compréhension commune des événements. Donc ça, c'est vraiment des lieux de soutien. Il y a des personnes que ça soutiendra pas du tout et d'autres personnes, bah, comme vous, monsieur, en fait, que ça soutient pleinement. Voilà, donc après, pour les aidants, il faudrait voir en fait si vous en recherchez. Il peut y en avoir dans les centres hospitaliers où les personnes sont prises en soins. Et sinon, je sais que la Ligue contre le cancer en propose. Aussi. Et puis, il y Voilà. a l'Association française des aidants qui propose On plusieurs propose groupes. aussi Alors, des groupes. souvent, c'est plutôt Mm, pour les accompagnants des personnes qui ont une maladie évolutive du mm, type Alzheimer, ouais, corps de Lévy, ce genre de choses. Mais j'ai entendu dire que dans certaines régions, c'était aussi pour d'autres pathologies chroniques. Et en mm, allant directement sur leur site, normalement, vous pouvez voir où ils sont situés, forcément, s'ils sont situés, enfin, de voir qui sont les intervenants. Souvent, ils spécifient en fait le profil. Et après, je ne sais pas si éventuellement vous avez gardé des liens avec ces personnes avec qui vous étiez dans le groupe. Nous, on constate que les femmes ne viennent pas forcément à chaque fois, mais qu'elles sont en lien entre elles et qu'elles continuent à se soutenir sur le quotidien. Voilà. Je pense qu'il y a aussi le site Ma Boussole Aidant qui donne pardon. beaucoup d'informations. Il faudrait regarder. Je vous avouerai que j'ai pas pensé à regarder avant. J'y pense là en vous écoutant, enfin en vous lisant. Euh, la compagnie des aidants propose un dispositif qui s'appelle Ma Boussole et qui va donner plein de référencements, d'accompagnement sur où trouver tel type d'information. Peut-être que sur la compagnie des aidants, vous aurez aussi d'autres groupes possibles. Donc, à voir. Alors, on a une personne qui nous met, j'ai du mal à gérer les réactions un peu agressives de mon proche qui s'expliquent légitimement par la fatigue, les douleurs. J'ai l'impression de servir de punching ball. Avez-vous des méthodes, des verbatim pour gérer cela au mieux? Euh, Je suis en train de réfléchir en relisant la question. Ce qui est vraiment bien, c'est que vous compreniez en fait d'où ça émane. Donc, c'est-à-dire qu'il y a eu un changement entre avant la maladie et maintenant et que vous pouvez les expliquer. Donc, en fait, c'est pas tourner de ce que vous nous décrivez, c'est pas tourner contre vous parce que la personne a besoin ou envie d'être agressive à votre égard,
mais qu'il y a une capacité à gérer soit les frustrations, soit le quotidien qui est très limitée, voire très amoindrie, et qui fait que la personne a des réactions beaucoup plus agressives qu'auparavant. Donc ça, c'est la première chose. Et après, c'est de peut-être réfléchir justement dans ce que proposait aussi Aurélie. Je ne sais pas si la personne avec qui vous vivez a des lieux où elle va pouvoir partager ce qu'elle ressent, ce qu'elle vit, des lieux où elle va pouvoir se faire du bien aussi, hein. Parce que la fatigue et les douleurs, c'est très éreintant et ça, vous devez le voir en fait pour votre proche. Donc, est-ce que la douleur est bien prise en charge ou pas? Est-ce que la fatigue peut être aussi travaillée en fait dans le service dans lequel la personne est suivie? Ça peut être avec de la sophrologie, avec de l'hypnose. Enfin voilà, qu'est-ce qui a été déjà pensé pour aider à l'amélioration? Et c'est vrai que c'est intéressant aussi, je ne sais pas comment vous avez l'habitude de communiquer ensemble, mais de pouvoir lui dire à des moments où c'est plus paisible, que voilà, vous sentez bien que parfois la personne elle est à bout et que elle se décharge. Et comment est-ce que vous allez pouvoir l'aider et comment vous allez pouvoir réfléchir ensemble en fait à ce que ces douleurs soient peut-être mieux contrôlées, à ce que la fatigue soit moins envahissante. Ça, je pense que ça serait intéressant. Parce que des verbatims, en fait, quand la personne est épuisée ou très très douloureuse, de toute façon, c'est ce qui est au devant de la scène. Donc ça va être compliqué. En revanche, de réfléchir ensemble à comment améliorer ces grands lieux d'inconfort, ça, je pense que ça peut être intéressant. Le premier webinaire qu'on avait fait à destination des proches était fait avec un réflexologue pour montrer aux proches, accompagnés de la personne en soins, des points d'acupression qui sont sans risque pour la personne en soins, pour justement la soulager. Donc, normalement, excusez-moi, je perds ma voix. Normalement, les webinaires destinés aux proches sont en replay. Mm. Donc, ça peut être aussi une possibilité qui pourrait peut-être la soulager et d'avoir un moment autre que la parole qui soit par le toucher. Avec vous. Ouais. Mm. Ça peut être ce genre de piste. Et puis, n'hésitez pas à écrire sur la boîte mail de Ma Maison Rose Up en fonction du lieu où vous habitez. On peut aussi regarder où et proposer des soins de support, comme dit Hélène, où on pourra proposer de la sophrologie, de l'auto-hypnose, enfin, voilà, plusieurs pratiques en fait qui peuvent accompagner sur tout ce qui est gestion des émotions, du stress, mais aussi gestion de la douleur. Et puis, pour vous aussi, quand vous dites comment est-ce que je peux gérer cela au mieux, c'est comment est-ce que vous avez la possibilité, donc là, vous nous le partagez, et comment est-ce que vous avez la possibilité de le partager aussi à l'extérieur ou de pouvoir vous ressourcer sans culpabilité, on en parlait tout à l'heure, mais voilà, qu'est-ce qui vous fait du bien? Il y en a, ça va être des loisirs, et qu'est-ce qui est possible dans le quotidien que vous avez, mais qu'est-ce qui va vous faire du bien? Est-ce que c'est un peu de lecture? Est-ce que c'est de voir un ami? Ça aide aussi, non pas que l'agressivité devienne agréable, mais ça aide aussi à pouvoir l'accueillir quand ça arrive, parce qu'on a pu se ressourcer par ailleurs. Monsieur qui parlait aussi des groupes, voilà, il y a différentes manières de pouvoir aussi se ressourcer pour pouvoir accueillir ensuite ce qui se passe dans le quotidien avec une personne malade, douloureuse, fatiguée. Et je pense aussi, alors quand je lis tout ça et que j'entends Hélène, moi, ça me donne plein d'idées. Je pense aussi sur la gestion des douleurs en fonction du type de douleur. Donc c'est vrai que là, on n'a pas assez d'informations. Euh, il y a l'activité physique adaptée qui est vraiment très bénéfique. Et quand on en parle aux gens, la première fois, on nous dit, mais non, mais je suis douloureux, je suis fatiguée, qu'est-ce que je vais aller faire du sport? Et puis finalement, les médecins disent, bah oui, mais même si vous êtes avec des traitements forts, enfin, nous, on accompagne certaines personnes qui sont sous morphine et qui pour autant font de l'activité physique adaptée et qui disent vraiment que ça les aide énormément et dès qu'elles arrêtent, elles sentent tout de suite. Donc peut-être, je me disais, pourquoi pas essayer de trouver quelque chose de très doux, je pense au Qigong, là, comme ça. Et c'est même une activité qui pourrait être faite en duo, de s'inscrire, parce que ça, enfin, sur même quelque chose dans la ville, hein, sur du Qigong, parce que c'est très doux. Donc au moins, on est sûr qu'elle va pas se blesser. Et du coup, vous pourriez le faire ensemble.
si vous en avez envie. Ça peut être aussi une piste de faire quelque chose qui fait du bien aux deux et qui soit pas forcément dans un contexte médical, parce que certains ont envie que ça soit dans un contexte médical parce que c'est rassurant, et puis d'autres n'ont absolument pas envie que ça soit dans un contexte médical. Et au moins sur du Qigong, on est sûr que la personne ne se blessera pas. Donc ça peut être aussi une piste de regarder s'il y a des ateliers qui sont faits par la commune ou par une association lambda pas trop loin de chez vous. Et souvent, c'est fait aussi euh, quand le temps le permet en plein air. Et en général, c'est plutôt apprécié. Voilà. Après, quand il y a des symptômes comme la fatigue ou les douleurs, moi j'encourage toujours, que ce soit les personnes malades ou le proche, si le proche m'en parle, à revoir avec le service qui prend en charge la personne parce que Mm. ça n'empêchera pas qu'il y ait forcément des moments d'agressivité. Mais déjà, quand il y a des symptômes qui sont invalidants, très pesants psychologiquement, très éreintants, si on peut les amoindrir, voire les soulager, ça permet aussi de limiter ou diminuer les moments d'agressivité. Oui, tu as entièrement raison. Et j'allais compléter aussi par le médecin traitant. Des fois, ça peut être difficile d'avoir l'hôpital. Donc, le médecin traitant peut être aussi d'une aide précieuse et se mettre en relation avec l'hôpital. Donc, ça peut être aussi une piste. Alors, avez-vous d'autres questions? Alors, j'ai l'impression que non, mais on laisse bien sûr les questions ouvertes si vous avez besoin. Hélène, est-ce que tu veux résumer? Est-ce que tu as une petite fiche en tête à nous dire? Voilà, en tout cas, moi, je voulais vous reparler donc de la Rosap, ça peut être ça, de regarder, et ça, on peut vous accompagner là-dessus. Vous nous envoyez un mail sur la boîte contact de Ma Maison Roseup. Donc, vous allez sur le site Roseup, vous allez sur, en haut, c'est noté les maisons. Donc, Ma Maison Roseup, c'est notre maison en ligne et puis nous contacter et donc là voir par exemple les soins de support qui existent auprès de chez vous. Voilà. Peut-être la Ligue aussi hein, qui fait régulièrement des groupes de parole pour les aidants, pour les personnes en soins, qui peut aussi proposer une ligne d'écoute, voilà, et puis qui peut proposer de la visite à domicile donc ça peut être une idée. Je pense aussi à la compagnie des aidants, qui du coup a pas mal de repères qu'elle donne donc, en allant sur leur site. Et là, on a une autre question qui vient de tomber. Comment essayer de communiquer à une personne malade qui ne veut absolument rien dire et qui fait comme si de rien n'était? Nous n'avons Mm. aucune information. C'est une très bonne question, ouais. Oui. Parmi toutes les autres qui sont aussi très bonnes, en fait, j'imagine toute la préoccupation que vous pouvez avoir alors. Mais en fait, j'ai déjà rencontré des personnes comme ça dans le cadre de mon exercice quand je travaillais encore en milieu hospitalier. Et c'est vrai que ça complexifie beaucoup les choses pour les proches, les aidants. Et en même temps, en fait, est-ce que la personne, là aussi, fonctionnait déjà comme ça avant d'être malade? Ou est-ce que c'est arrivé comme ça avec la maladie? Et puis après, moi, ce que j'ai vu, c'est que c'est la manière la seule manière qu'a trouvé la personne malade, en tout cas ça peut être ça, hein, la seule manière qu'a trouvé la personne malade pour pouvoir faire face euh, et suivre les traitements et suivre tout ce qu'implique et impose la maladie. Donc en faisant comme si, donc c'est très déroutant en fait pour les proches. Est-ce que c'est une manière de se protéger souvent pour la personne malade et donc elle va donner peu d'informations parce qu'en donner c'est en donner aussi à soi-même. Et donc il y a des personnes pour qui c'est presque pas supportable psychologiquement. Faire comme si de rien n'était, c'est enfin, garder l'illusion en fait du fait que ça va quand même. Et il y a des personnes comme ça qui se challengent plus ou moins consciemment d'ailleurs en faisant comme si de rien n'était. Donc c'est une manière de survivre à soi-même hein, par rapport à ce qui se passe, ça on le rencontre souvent. Et Voilà. là, il nous est précisé que en fait, elle surjoue, que tout va Ah, bien. ouais. Bah ouais. Ouais, et vous voyez bien que ça va pas si bien que ça. Ouais. Et après, je sais pas du tout en fait si
la personne a une personne de confiance ou pas, si elle accepte qu'il y ait quelqu'un en consultation avec elle ou pas. Voilà, mais il y a en fait malheureusement ou heureusement, hein, parce que c'est aussi la liberté de chacun, il n'y a pas d'obligation que la personne donne des informations. Et donc, il y a toute votre préoccupation en tant qu'aidant et que proche. Euh, donc ça, vous pouvez essayer, en fait, de temps à autre, de dire, bah tiens, t'en es où tes traitements ou euh, comment est-ce que tu vas est-ce que tu revois bientôt ton médecin? Vous voyez, d'y aller à tâtons. Mais je ne suis pas sûre, telle que vous décrivez la personne, elle en dise grand-chose. Mm. Ouais, donc là, Et j'imagine toute la préoccupation que vous pouvez avoir. Et donc, c'est un peu, c'est ça qui est compliqué. C'est comment est-ce on respecte aussi l'autre dans ce qu'il est en capacité de dire ou qu'est-ce qu'il a envie de donner à voir. Et puis vous, qui sentez que pour être le plus agité possible, vous auriez besoin d'informations sur la réalité, en fait. Donc après, est-ce que vous en avez besoin pour savoir où en est votre proche? Est-ce que vous en avez besoin pour pouvoir peut-être mieux l'aider? Là où, en fait, elle a besoin de surtout pas montrer qu'elle a besoin d'aide. Voilà. Mm. en fait, cette personne nous dit qu'en fait, il faut absolument pas en parler, il faut pas informer la famille. Donc, du Oui. coup, Oui, j'en et ça, moi, déduis je l'ai hein, vu, par en fait, les c'est avéré que écueils. c'est vraiment des mécanismes, là, pour le coup, qui s'apparentent à des mécanismes de défense, en fait, hein, pour garder la main, en fait, sur ce qui est en train de se passer. Et puis, c'est une forme de survie psychique, si vous voulez. Donc, c'est vrai que c'est très complexe pour ceux qui sont autour, et c'est la seule manière, parfois, que trouve la personne malade pour pouvoir faire face à ce qui lui arrive. Donc après, là aussi, je réfléchis tout sans connaître le contexte et il n'y a pas forcément nécessité à le dévoiler là, hein, mais est-ce que c'était déjà, c'est un contexte par exemple parfois familial complexe, on n'a pas envie forcément d'informer tout le monde. Est-ce que ça peut être des personnes qui ont peur aussi que l'information soit mal utilisée. Enfin voilà, ça à réfléchir aussi Moi, ça me fait penser, dans le Hélène, à une contexte. femme. Alors, c'est dans le cadre du travail, c'est pas du tout dans le cadre familial, mais c'est l'histoire qui est intéressante, qui me dit, je donne aucune nouvelle à mes collègues parce que dans le service, il y en a plusieurs qui sont malades ou qui ont été touchés par la maladie et pour certaines, il y en a même une d'entre elles qui est décédée. Du coup, est-ce qu'il y a aussi une histoire familiale autour du cancer et que du coup, peut-être que cette personne ne veut pas inquiéter ses proches ou que c'est trop difficile pour elle d'en parler parce que ça résonne avec une histoire familiale qui a déjà eu lieu possiblement. Oui, exactement. Moi, j'ai déjà eu patiente, je me souviens, qui m'avait dit, mais en fait, si j'en parle à mes proches, c'est-à-dire que je m'en parle à moi-même. Et donc, je ne veux pas, en fait, m'entendre dire. Donc, c'est intéressant aussi d'avoir ça en tête. Après, ça n'enlève pas le fait que pour ceux qui sont autour, c'est très complexe, quoi. Très Bien inquiétant, sûr. très angoissant et déroutant. Mm. Mm. Euh, une autre piste, je reviens sur cette application, la Rose App. Peut-être juste lui dire qu'il y a cette application et que si elle a besoin de quelque chose, elle peut juste le noter. Mm. Ce qui est intéressant sur cette application, donc il y a, voilà, je vous ai dit, il y a la météo du jour, il y a mes traitements et on sélectionne le groupe à qui on veut le faire voir, mais ça peut être, faut aller chercher les enfants à l'école et on choisit les groupes à qui on l'envoie. J'ai besoin qu'on aille me chercher le pain, j'ai besoin qu'on aille me chercher les médicaments. Donc voilà, si elle a un besoin, lui dire, bah voilà, si sache Mm. que ça existe, tu peux le mettre comme ça si tu as besoin de quelque chose. Parce que souvent, les personnes nous disent aussi, bah, au début, l'entourage me dit, si tu as besoin de quoi que ce soit, t'hésites pas. Et puis bah, après, les gens ont aussi la gestion du quotidien. Et puis finalement, les personnes en soins disent, bah oui, mais après, j'ose pas déranger. Ou on me l'a tellement dit, j'ai refusé que maintenant, je me vois pas les dire, ah bah tiens, j'ai besoin de ça. Donc voilà, ça peut être aussi peut-être une piste. Voilà, bah écoutez, le temps passe vite, mais c'est volontaire parce que ce webinaire vous est entièrement dédié. La plupart d'entre vous êtes des personnes actives et c'est pour ça qu'on fait vraiment le choix de faire ça sur les temps de pause de travail, donc le midi ou en début de soirée. Donc il est déjà 16h15. Hélène, un grand merci en tout cas pour ces pistes, ces conseils, ces idées pour y voir un petit peu plus clair.
N'hésitez pas en tout cas si vous avez besoin à revoir ce webinaire puisqu'il va être mis en rediffusion. Et pour le mois de décembre, on va vous proposer pareil, les deux webinaires destinés aux proches, mais autour des fêtes. Finalement, comment on peut organiser des fêtes quand on a un proche malade? Voilà, donc on est en train de vous concocter un petit programme là-dessus et on vous en fera part d'ici la fin du mois. En tout cas, on pense à vous pour les fêtes, pour arriver du coup à comment on fait pour avoir des fêtes tout en étant là pour son proche en soins. Hélène, un grand merci. Je vous Merci souhaite à Aurélie et tous merci à tous. une bonne journée. Je regarde, je vois juste. Voilà, merci pour vos réponses. Et une autre personne qui nous dit merci. Et ben, en tout cas, merci pour votre écoute et à très bientôt. Au Au revoir, revoir. Hélène. Au revoir Aurélie.